Bonjour, dimanche 19h. Voilà, reprise la story Covid-19, saison 75. On va attendre qu'il y ait un peu de monde, deux personnes. Gérard, bonsoir. 25. Delphine, bonsoir. Laetitia, Shavuot, une bonne semaine à vous. Plein de bonnes choses, de bonnes nouvelles pour cette semaine. Chez Sportif, Marianne, salut. Tata Patou, salut. Jean-Luc Ada, comment vas-tu? Rina Safati va faire partie de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Lina? Hop. Allez, on va la prendre dans la vidéo. Allez, Rina, hop. Est-ce que vous voulez venir dans la vidéo? On va voir. On vous connaît pas, j'espère que vous n'allez pas nous dire hein, de mauvaises nouvelles. Olga Lombroso, bonsoir. Dominique, bonsoir. Linda Bensoussan, comment vas-tu? Ça va bien? J'ai eu Fabrice au téléphone. Ah, bah, l'invité a refusé de participer. Vous voyez, vous voulez participer, mais après, c'est fini. Ça m'a fait plaisir que Fabrice m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Très sympa, très gentil. Bonsoir, 245 personnes. Annie Tayeb, salut. Content de vous revoir aussi. Claudine Atoun, salut. Comment ça va, Claudine? Ah, Tel Aviv, bravo, elle est à Tel Aviv. Ça y est, les gens voyagent, peuvent retourner en Israël. Ça fait du bien de revoir sa famille, ses amis. Psyri de Marseille, salut la famille Psyri. Comment allez-vous, la famille Psyri de Marseille? Liourat, salut. Comment ça va? Guy Chiche, de retour de Dubaï. C'est très beau, Dubaï. Je suis allé, c'est très beau, c'est vrai. C'est vrai, je retire ce que j'ai dit sur Dubaï. Très bien, Dubaï. Ville magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. Linda Bergel, salut Linda. Comment vas-tu? Sandrine Virgenbaum, Sadoun, salut. Chiche Portiche, quelles sont les bonnes nouvelles? Eh ben, les bonnes nouvelles sont bonnes. Allez, on met quelqu'un qui on met à l'écran. Allez, là pour l'instant, 374. Jessica Hassan, salut. Valérie Val, ça, bon. Bon anniversaire cadeau, c'est vrai, c'est l'anniversaire de Cadeau Pro. N'oubliez pas Cadeau Pro. J'espère que vous les souhaitez tous un bon anniversaire. Vous pouvez même lui faire un cadeau sur la cagnotte. Vous pouvez, elle est toujours ouverte, la cagnotte. Si vous voulez faire un cadeau à Cadeau Pro, elle est toujours présente depuis 2 ans. Elle vous a aidé, elle vous a porté, elle vous a materné quelque part. Merci cadeau. Voilà. Françoise Revibo, salut. J'ai pris un bon café avec ton mari hier, Raymond. Sympa. 417, on va attendre un peu. Geek Torza, Tel Aviv. Oui, ça va mieux, merci. Je suis reconnaissant d'ailleurs, je vous en suis reconnaissant à tout le groupe. J'ai eu beaucoup de marques d'amitié pendant que j'ai eu. En fait, c'était pas le Covid que j'avais eu, c'était la grippe tout simplement. J'ai fait 4 tests antigéniques, un PCR, tous négatifs. Pourtant, j'avais 42 fièvres, des courbatures, des maux de tête, des frissons, mal à la gorge, et tout ce qui pouvait évoquer un Covid, mais les tests ont été négatifs. Donc, c'était pas le Covid, c'était une grippe. Mais bon, c'est la grippe, quand elle est bien tapée, eh ben, elle tape bien, quoi. Voilà. Shavuatov à Daniel. J'espère que tout va bien. Yvonne Zawi, salut. Bon anniversaire à cadeau, c'est vrai. 400 personnes, on va bientôt commencer. Donc, merci à vous de m'avoir
avec tous vos messages réconfortants que j'ai reçus la semaine dernière. Ça faisait plaisir, vraiment. Gilles Ganem, salut. Comment vas-tu? Tout va bien, Pierre-Élie, salut. Candice Ada, d'être vacciné positif au Covid, oui, malheureusement, on sait bien que quand on est vacciné, ça ne empêche pas d'avoir le Covid. Une grippe d'homme, voilà, une grippe d'homme, comme vous dites. Alors, Jean-Luc Haddad dit bonjour à Gilles Ganem. Bonne guérison, merci. Non, mais ça va beaucoup mieux, c'est fini. Hein. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, donc, je vous remercie d'abord pour vos marques d'amitié qui m'ont beaucoup touché la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de messages de rétablissement, tout ça. Il y a eu une confusion. Est-ce que j'ai eu le Covid, pas le Covid? En fait, c'était pas le Covid, mais quand même, c'était assez cogné. Donc, merci beaucoup à vous de m'avoir réconforté, d'avoir été présent. Tous ces messages font du bien. Vous savez, c'est l'intérêt de ce groupe. L'intérêt de ce groupe, c'est de ne pas se sentir seul. L'intérêt de ce groupe, c'est de sentir qu'on est porté par une masse de personnes qui sont avec vous, qui vous accompagnent dans votre maladie, qui vous accompagnent dans votre souffrance, qui vous accompagnent dans votre tristesse, qui vous accompagnent dans vos malheurs. Et le fait d'être entouré, vous savez, c'est très important parce que quand on est seul au fond de son lit et que l'on a personne comme ça qui nous accompagne, c'est toujours beaucoup plus difficile de remonter la pente. Quand on sait qu'on est porté par plein de gens qui sont là, qui vous entourent, qui vous accompagnent, et ben c'est beaucoup plus facile de remonter. Ça vous donne le courage, ça vous donne la force, ça vous donne l'envie de remonter, et ça vous donne une guérison beaucoup plus rapide. Et je suis sûr que c'est tous vos voeux, tous vos cris d'amitié, tous vos cris d'affection que vous avez eus pour moi qui ont fait que cette guérison était plus rapide. Et je suis sûr que le fait de ce groupe aide beaucoup de gens à guérir parce que vous savez, quand on est nombreux à penser à quelqu'un, quand on est nombreux à l'aider, à le porter, et ben automatiquement tout ça se fait de manière beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas tout seul et que notre esprit a besoin de cet entourage. Donc je voulais commencer par ces remerciements, puis après je voulais avoir une pensée émue pour le petit Ryan. Le petit Ryan, c'est ce petit Marocain. Vous savez, vous avez tous vu cette histoire affreuse de cet enfant qui est tombé dans un puits à 35 mètres le mardi et qui n'a pu en être sorti que le samedi. Alors je sais que ça n'a aucun rapport avec le Covid, mais quand même c'est un événement mondial qui a été vraiment très triste et qui nous a beaucoup touché, enfin moi en tout cas qui m'a beaucoup attristé, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. Et j'ai suivi jour, peut-être par heure, mais jour par jour, l'évolution de cet événement. Et je trouve que la mobilisation du Maroc, la mobilisation de tout ce pays, puis la mobilisation du monde entier avec des messages qui venaient de tous les pays du monde aux Marocains pour montrer leur compassion par rapport à cet événement, et bien tout ça a été magnifique. Tout le monde s'est uni autour de ce petit Ryan. Ce petit Ryan, malheureusement, n'a pas pu être sauvé, mais quand même, je voulais quand même aujourd'hui avoir une pensée émue pour lui. Tout a été fait. Vous savez que tout, beaucoup de gens, je vous avais vu les images, se sont mobilisés pour essayer de le sauver. Tout a été fait, les meilleures technologies au monde. Je voulais féliciter le gouvernement marocain, je voudrais féliciter les Marocains, je voudrais féliciter l'âme marocaine qui est portée par ce peuple et qui fait que tous se sont retrouvés unis autour de cet enfant. Cette histoire est très triste, mais elle a pu révéler que quand dans des événements majeurs comme ça, vous savez, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, la phrase clé qui sauve un homme sauve l'humanité. Et bien là, le Maroc entier s'est levé pour sauver un enfant. Malheureusement, il n'a pas réussi à le sauver, mais tout a été fait selon les lois religieuses pour que tout soit fait pour sauver cet enfant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et c'était vraiment magnifique parce que les encouragements sont venus de tous les pays. C'était très touchant de voir aussi bien les Américains, les Israéliens, les Tunisiens, les Vénézuéliens, tous les messages affluaient partout. C'est vrai que c'était très beau. Et c'est vrai que cet événement était quelque chose qui, vous savez, dès qu'on touche à un enfant, c'est toujours beaucoup plus d'émotion, c'est beaucoup plus de tristesse. Malheureusement, il est décédé. Je voulais qu'on ait une pensée émue pour ce gosse qui a résisté 4 jours à 35 mètres dans un puits. Cette histoire est affreuse, mais elle montre quand même l'union que peut avoir l'humanité devant un cas catastrophique. Voilà, paix et son âme, et qu'il repose en paix, que la terre lui soit douce et légère. Alors, quelle est la situation du Covid? Alors, la situation du Covid en France,
on est passé la pique de la 5e vague. Ce pic de Omicron qu'on attendait, qu'on se disait chaque fois il va passer, il va pas passer, il est tellement contagieux que le pic de la vague Omicron a duré plus longtemps que prévu. Il a commencé à baisser ce pic à partir du 1er février et la circulation, bien qu'elle soit encore de manière très importante, a commencé à baisser de manière significative. Pourquoi on n'a pas eu cette vague a été très importante? Parce qu'en fait, on a eu un télescopage de 2 vagues. On a eu le télescopage de la vague Delta, et la vague Delta n'a pas baissé, à partir du 12-15 décembre, alors qu'elle aurait dû baisser, le Omicron est arrivé. Vous savez qu'Omicron, on l'a souvent dit, que c'est un virus qui était beaucoup plus contagieux que les autres, et que la vague a télescopé le Delta, et donc la vague Delta n'a pas eu le temps de s'arrêter, qu'elle a redémarré de manière exponentielle avec la vague Omicron, et donc cette vague était interminable puisqu'elle dure maintenant depuis pratiquement le 15 novembre. Et heureusement que le 1er février, ben voilà, elle commence à s'essouffler, le nombre de taux est en train de baisser. Et je vais vous montrer que qui est le taux de renouvellement du virus, a aussi un peu baissé. Et ça, c'est quand même un point important. Alors, ce pic de la vague, bien sûr, une vague démesurément enflée, un tsunami, bah oui, c'est sûr, c'est un tsunami, ce Omicron. Alors, du jamais vu dans ce, voilà. Alors, voilà, on va montrer, donc, vous savez, comme d'habitude, je vous montre les courbes. Voilà la courbe de l'Omicron en France. Donc, ça, c'est, en fait, c'est une vague qui couvre Omicron et qui couvre aussi le Delta, parce que là, c'était Delta. Vous voyez que cette vague a commencé pratiquement à monter, je vous ai dit le 15 novembre, ouais, peut-être même avant. Et voilà, elle est montée jusqu'au 1er février. Ça a été une vague très, très, très longue. Et là, maintenant, elle commence à diminuer. Et elle va diminuer très vite. Parce que voyez le taux de renouvellement du virus qui est à 1. Et quand le taux de renouvellement du virus arrive à 1, vous savez que l'épidémie commence à s'essouffler, puisque c'est quoi le taux de reproductivité d'un virus? C'est qu'un patient ne peut contaminer qu'un seul patient. Donc si un ne contamine qu'un seul patient, à la longue, ça va s'essouffler et on va baisser au-dessous de 1 et l'épidémie va s'essouffler. Alors, vous voyez qu'en ce moment, 97% de, de l'épidémie des variantes de l'Omicron. Alors, je pense qu'il y a l'Omicron 2. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce Omicron 2. C'est un Omicron 1 avec quelques mutations. Et cet Omicron 2, la B2, la B02, je crois, qui est 3 fois plus virulent, 3 fois plus contagieux que le Omicron 1. Donc, si ce Omicron 2 s'installe en France, eh ben, on peut envisager que l'on va avoir une reprise épidémique. Donc, pour l'instant, il n'a pas fait son trou. Je pense que dans des pays comme le Danemark, où il a été découvert il y a maintenant 3 semaines, un mois, il n'a pas fait son trou dans le pays. Et donc, on espère qu'il soit moins résistant que l'Omicron 1 et qu'il va disparaître. Vous voyez que le taux de positivité reste très élevé, il reste encore à 34%, donc c'est encore un taux très élevé, mais c'est normal puisque c'est le Omicron. Le taux d'incidence est à 2969 pour 100 000 habitants et il y a eu 215 000 nouveaux cas confirmés. Si on compare avec le 9 janvier, vous voyez que le taux de reproductivité était à 1,4. Donc vous voyez que le 9 janvier, on avait quand même une épidémie qui était encore très importante et que là, maintenant, le fait qu'il soit passé de 1,4 à 1 montre que l'épidémie va quand même maintenant commencer à rebaisser. Et vous voyez qu'à l'époque, on avait un taux d'Omicron qui était de 65,6, donc on avait encore du Delta qui finissait sa course, et c'est pour ça que le taux de positivité était à 19, parce que le Omicron était moins présent, et que maintenant on a un taux de positivité à 34, parce que l'Omicron est plus contagieux que le Delta. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui est de l'épidémie. On a aujourd'hui des signes qui sont quand même favorables, qui montrent que l'épidémie est en train de baisser et qu'elle est en train un peu de s'essouffler, en tout cas en France. Et ça, c'est un point positif dont je voulais vous parler. Alors, en février, donc on me demande quelles sont les nouvelles pour février. Je pense qu'en février, on va aller de mieux en mieux. Là, je pense qu'on va arriver là dans 2 mois, 2, 3 ou 4, 5 mois. Je vais vous en reparler, mais de grand calme. Et j'espère qu'avec ce sera le moment pour nous d'en profiter, voyager, reprendre une vie normale. Je voudrais quand même mettre un bémol sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je voudrais vous mettre un bémol parce qu'effectivement, cette épidémie est en train de diminuer, mais on voit qu'elle ne diminue pas chez tout le monde. Pourquoi elle ne diminue pas chez tout le monde? On voit que chez les plus de 70 ans, eh ben elle, par contre, cette épidémie est en train d'augmenter.
Alors, comment ça se fait? Ça se fait qu'au début, la contagion a été très importante, ça a touché les jeunes, les 40, d'abord les très jeunes, les écoles, les 50 ans, 60 ans. Et maintenant, malheureusement, c'est en train de pénétrer les personnes âgées, parce que les personnes âgées, quand elles sont, on leur avait dit il y a un mois, moi j'avais pris la parole de Djerba en leur disant faites attention, restez chez vous. Mais malheureusement, même si vous faites très attention, même si vous n'allez pas vers le virus vient à vous. C'est l'histoire d'Artagnan. Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Malheureusement, ce virus, il est partout. Avec ce Omicron, est tellement important qu'il a réussi à s'infiltrer dans les maisons des 70 ans et plus. Et malheureusement, l'épidémie est en train de repartir chez les personnes âgées. Alors qu'elle s'essouffle chez ceux qui sont dehors et qui vivent dans la vie active et tout ça, chez les personnes qui sont plus fragiles, qui étaient préservées, qui étaient chez eux, qui faisaient très attention, et bien malheureusement, cette épidémie est en train de repartir. Et ça est en train d'augmenter, surtout c'est les 70 ans et au-delà. Et la catégorie la plus touchée, c'est ceux des plus de 90 ans, avec un taux de pénétration qui a augmenté de 19%, ce qui est énorme. Donc, je voulais vous montrer le taux, voilà, le taux d'incidence. Vous voyez le taux d'incidence. Donc, le taux d'incidence est pour 100 000 habitants. Vous voyez que chez les 70-79 ans, vous étiez à la semaine du 13 à 200, du 13 décembre. Vous voyez que c'est monté, ça n'arrête pas de monter chez les plus de 70 ans. Et là, on arrive à une incidence de 1071 personnes, 1071 sur 100 000 personnes. Donc, vous voyez que l'épidémie, elle, alors que dans les autres, chez les plus jeunes, vous prenez par exemple cette tranche d'âge qui est les 20-29 ans, on a monté 5 000, 4 000, vous voyez 4 000, 3 000, c'est en train de descendre. Vous voyez que par exemple aussi chez les 40-49 ans, après avoir monté un pic à 3 500, 4 000, on est en 4 300, on redescend à 4 100. Vous voyez que partout on redescend. Par contre, chez les plus de 70 ans, quand on compare à la semaine du 17 janvier, chez les plus de 70 ans, ça a augmenté. Chez les plus de 80 ans, ça a augmenté. Et chez les plus de 90 ans, ça a augmenté. Donc c'est pour ça que je voulais vous mettre ce petit bémol. Pour les personnes âgées, faites attention, rien n'est fini. Moi, je vois ma maman, malheureusement, elle est en train de faire un Covid. Bon, tout se passe bien pour l'instant et ça va. Mais quand même, ça veut dire que même si vous faites très attention, malheureusement, ce Covid peut s'infiltrer chez vous et peut vous donner le Covid. Et c'est ces personnes-là qui sont âgées, qui sont vulnérables, qui sont fragiles, peuvent être le plus touchées. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer que le taux d'incidence chez les personnes âgées était en train d'augmenter et c'est ce qui explique que le taux de décès, quand vous prenez les taux de décès en France, eh ben ça baisse pas. C'est ce qui nous paraît toujours paradoxal. On se dit mais comment l'épidémie va mieux, le taux de décès ne baisse pas pour deux raisons. La première raison, c'est que premièrement, vous voyez que le virus est infiltré chez les personnes âgées et les personnes fragiles. Et le fait que ce soit des personnes fragiles, des personnes âgées, donc ils seront plus facilement amenés en réanimation. J'ai entendu un chef de réanimation aujourd'hui qui disait que l'Omicron, quand le malade est en réanimation, il est aussi grave que les autres. Quand vous rentrez en réanimation aujourd'hui, que ce soit le Micron, le Delta ou les autres, vous avez le même pourcentage de décédés, c'est 30%. Donc, pour un patient qui rentre en réanimation avec le Omicron, vous avez 30% de chance ou de malchance qu'il se décède. Donc, il ne faut pas croire que l'Omicron est un virus très, 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 très faible ou très peu dangereux. Pour les personnes fragiles, rappelez-vous, les immunodéprimés, les insuffisants rénales, les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques, les patients sous chimiothérapie, les personnes âgées, tous ces gens sont des gens fragiles. Ce sont des gens qui, s'ils touchent l'Omicron, peuvent avoir des conséquences très graves. Alors, le fait qu'ils soient vaccinés les protège, bien entendu, mais pas suffisamment peut-être pour certains cas pour ne pas passer en réanimation. Et au cas où ils sont en réanimation, malheureusement, vous savez qu'il peut y avoir des formes mortelles en réanimation, 30% de décès. Et ça, c'est très important que vous le sachiez, parce qu'il faut protéger au maximum les personnes fragiles. Alors,
Voilà ce que je voulais dire pour la France. Donc les nouvelles sont globalement bonnes. Il faut continuer à protéger vos aînés, vos fragiles, il faut continuer à faire attention. Faites attention, ce virus s'infiltre partout et donc restez vigilants pour eux. Voilà. Alors, qu'en est-il de l'épidémie? On m'a posé la question tout à l'heure, qu'en est-il pour... Alors, Alice Julis, tu touches combien pour dire ça à Chacal? Ben, je vais vous dire, moi je ne touche rien malheureusement. Si j'avais touché depuis le début, j'aurais été maintenant milliardaire depuis le temps que je fais les trucs. Mais bon, ben Alice, vous êtes gentille, mais je vous bloque et je vous fais disparaître de notre conversation. Vous ne valez pas le coup qu'on vous réponde. Et voilà. Ciao, bye bye. Allez, voilà. Je pense qu'on est pas mal envahi aujourd'hui par les anti-vax. Hein. Oui, exactement. Voilà, je vois qu'on est pas mal envahi par les anti-vax. Bon, ben c'est pas grave. Allez. Alors, qu'est-ce que dit l'OMS? L'OMS, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'il faut voir plus loin qu'aujourd'hui. L'OMS dit que il va y avoir un cessez-le-feu de l'épidémie en Europe et on va rentrer dans une longue période de tranquillité. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je sais que les gens ne croient plus tellement à l'OMS parce que j'ai eu des remarques. Et je pense quand même que l'OMS ne se trompe pas beaucoup pour ce qui est des notions épidémiologiques et de l'avenir. Donc, je pense que cette longue période de tranquillité que nous promet l'OMS, eh ben moi, je veux bien la prendre comme telle, même si je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Au moins, j'ai besoin pour, euh, pour avancer d'avoir de bonnes nouvelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'OMS, quand elle déclare ça, je ne pense pas qu'elle puisse le déclarer à la légère. S'adressant aux journalistes, le docteur Hans Krug, qui est responsable au niveau de l'OMS, a déclaré: cette période de protection accrue doit être considérée comme un cessez-le-feu qui pourrait nous apporter une paix durable. Je ne pense pas que quelqu'un de l'OMS puisse dire ça de manière futile. Je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux. L'OMS est une organisation qui est les anti-vax. Bon, enfin bref. Je sais que les gens émettent des doutes, mais moi, en tout cas, j'espère. Personne ne pourra vous dire ce qui va devenir demain. Personne ne pourra vous dire qu'il va y avoir un variant demain qui sera plus pathogène que l'Omicron, qui est déjà en soi pathogène. Personne ne peut vous donner l'avenir. Vous avez vu défiler des dizaines et des dizaines de médecins sur les plateaux de télé. Qui vous a dit une fois l'avenir? Personne ne vous l'a dit. Quand on vous a dit que l'épidémie était finie, eh ben, elle est repartie. Quand on vous a dit qu'elle allait repartir, eh ben, elle s'est couchée. Personne ne connaît la vérité. Personne ne peut voir ce qui va se dire. Et donc, il faut espérer que l'OMS dise vrai, parce que sinon, si vivre toujours avec cette angoisse du Covid, il y a un moment où il faut essayer de s'en débarrasser. Les gens n'en peuvent plus. On n'en peut plus de ces gestes barrières, on n'en peut plus de ces passes vaccinaux, on n'en peut plus de tout ça. Et il faut quand même essayer de trouver en nous, dans notre tête, un moyen de se libérer, de s'évader. Et moi, je vous dis, à partir de février, vous allez, quand j'ai dû prendre la parole pour dire qu'aux vieux, aux personnes âgées de rester chez eux, là, je vous dis aux jeunes et aux plus jeunes, sortez de chez vous et voyagez d'ici 15 jours, tout sera libéré. Et j'espère que vous pourrez revivre une vie normale, au moins pour quelques mois, mais c'est toujours ça de prix. On a besoin un peu de se vider la tête, on a besoin un peu de faire voir autre chose. Le Covid, c'est bien, mais la vie à côté, c'est encore mieux. Et si on peut voir à côté ce qui se passe, c'est toujours mieux. Moi, je vous conseille de nouveau de voyager, retournez voir vos parents en Tunisie, au Maroc, en Israël, en Amérique, en Angleterre, de partout. Et ça vous fera le plus grand bien et ce sera ce qui est de mieux, ce qui peut vous arriver de mieux. Alors, donc, vous voyez que dans beaucoup de pays d'Europe, ils commencent à mettre fin aux restrictions du Covid. Le Danemark est le premier pays européen à lever toutes les règles. Donc vous voyez que les pays commencent à lever toutes les règles, y compris le port du masque faciaux. Plutôt cette semaine, alors que le cas a été relativement élevé, les autorités affirment que le virus n'est plus considéré comme une menace critique, avec des taux de vaccination élevés, aidant à se protéger contre les maladies graves. Donc vous voyez bien qu'il y a des pays entiers qui lèvent les restrictions. Le Norvège a depuis annoncé son propre assouplissement, la Suède aussi. Donc je pense que la France ne va pas tarder. Hein. La pandémie n'est pas terminée, mais nous entrons dans une toute nouvelle phase, déclaré à la presse la première ministre suédoise, Magdalena Andersson. Les responsables y ont juré de rester vigilants contre le virus, certaines directives restant en place, comme rester à la maison si vous présentez des... Oui, bien sûr, si vous êtes positif, il vaut mieux rester à la maison, parce qu'on a vu beaucoup de positifs qui allaient se balader. Donc, vous voyez que les nouvelles sont bonnes. Moi, je trouve que si l'Europe commence, ce n'est pas des pays, ce n'est pas des petits pays que je viens de vous citer, c'est des grands pays. S'ils jugent nécessaire et s'ils jugent qu'ils peuvent lever
lever les restrictions, eh ben, il faut les lever. Et bien, nous aussi, je pense que la France devrait les lever et qu'on puisse avancer de manière plus sereine. Alors, le docteur Klux de l'OMS a exhorté les pays européens à surveiller les souches avec un séquençage des souches et donc de surveiller la survenue effectivement d'un nouveau variant qui, s'il est là, il sera intéressant de suivre pour voir s'il ne va pas recommencer une nouvelle vague. Alors, quelles sont encore. Alors, bon, vous savez que l'Angleterre aussi a levé toutes ces restrictions. Donc, vous voyez que tout ce qui est en Europe nous semble favorable pour les mois à venir et que donc tout ça sont pour l'instant de bonnes nouvelles. Et j'espère qu'elles se réaliseront dans notre vécu réel et qu'on va lever toutes les restrictions et qu'on va avoir quelques mois de paix cérébrale. Notre bonne nouvelle du jour, c'est que la décrue est partout dans le monde. La décrue de la pandémie s'est vérifiée presque partout dans le monde cette semaine, après 3 mois et demi de flambée, selon le bilan. La zone États-Unis-Canada respire à nouveau un peu, moins 38% de cas, de même que l'Afrique, moins 21%, l'Asie, moins 16%, la zone Amérique latine-Caraïbes, moins 13%, le Moyen-Orient, moins 4%. La situation est quasi stable en Europe. En Océanie, par contre, il y a une forte hausse de contamination et due à un rattrapage en Australie. Les cas quotidiens baissent environ Donc, vous voyez que au niveau mondial, on a une baisse au niveau de tous les continents, et cette baisse au niveau de tous les continents est très importante, puisqu'elle va nous permettre de faire moins circuler le virus, et si le virus circule moins, eh ben, on a moins de chances d'avoir de variants et moins de chances d'avoir des variants résistants. Alors, qu'en est-il au niveau du bilan mondial? Il faut quand même de temps en temps rappeler que la pandémie a fait officiellement 5,7 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019. Les États-Unis sont le pays qui a enregistré le plus d'essais, 900 000 décès aux États-Unis, 630 000 en Brésil, 500 000 en Inde, 330 000 en Russie. Et le Pérou, la Bulgarie et la Bosnie comptent les décès, le plus de décès pour rapporter à la population. Voilà ce que je voulais vous dire de manière globale sur la pandémie. Et maintenant, je voudrais juste vous parler de quelques points particuliers. Parce que j'ai remarqué que quelques patients me téléphonaient ou m'écrivaient en me disant, voilà, ils sont positifs, ils sortent de la séance de sport. Il ne faut pas faire de sport quand vous êtes positif. C'est quelque chose de très important. Jamais de sport quand vous êtes positif. Surtout pas. C'est recommandé même par les médecins, parce que les gens, parfois, Alors voilà, le professeur François Carré, médecin du sport et cardiologue au CHU de Rennes, et dit lui-même, il faut adapter son rythme et adopter une pratique modérée. Si vous êtes Covid positif, ne faites pas de sport. La pratique du sport doit être modérée. Vous pouvez faire de la marche, un peu de marche rapide, vous pouvez faire un peu de vélo doucement, mais vous ne pouvez pas faire du sport intense. Vous avez besoin de votre énergie, vous avez besoin de votre force, vous avez besoin de tout votre capital santé pour résister contre ce Covid. Il ne faut pas aller faire du sport intensif. Et ça, je vois beaucoup. Comme ils ont peu de symptômes, ils croient qu'ils n'ont rien et ils font du sport. Ne faites pas de sport. Vous avez besoin de tout pour faire, à partir du moment où on est positif, on laisse notre organisme se battre contre le virus. On ne va pas l'agresser par une activité physique intense. Ça dure entre 7 et 10 jours. Vous pouvez pendant 7 et 10 jours ne pas faire de sport quand même. C'est incroyable. Il faut savoir se passer de sport intense et rester au calme. C'est très important pour recharger vos batteries. Vous ne pouvez pas aller comme ça faire du sport à tout. Une fois que vous avez guéri, vous pouvez reprendre le sport progressivement. Ça permettra aux patients de se rendre compte s'il est plus essoufflé qu'avant, si vous avez retrouvé vos capacités physiques, si après d'avoir été affecté, s'il y a quelque chose qui est anormal, il pourra en parler à son médecin. Mais il ne faut pas reprendre très brutalement. Là aussi, c'est la même chose. Le sport, c'est très important. Enfin bref. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que beaucoup de gens font du sport pendant qu'ils ont le Covid. Et il y en a qui font du sport de manière insensée. Ils font des 5 km et ils courent et tout. Alors qu'ils ont besoin de toute leur énergie. Et moi, je me rappelle ma copine qui disait à son mari, ne te lève pas du lit. Elle lui mettait une couche pour faire pipi. Pour ne pas qu'il se lève du lit. Pour aller faire pipi, pour ne pas perdre de l'énergie. C'est très, très, très important. Alors, autre chose. Qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est un truc. Israël, c'est un pays qui nous intrigue toujours.
toujours on est intrigué. Pourquoi ce pays qui a été le premier à vacciner, ils sont à la 4e dose pour les plus de 60 ans, pourquoi on a autant de morts? C'est un truc incroyable. Ils sont comme la France d'ailleurs. Maintenant, on est à peu près dans les mêmes courbes. C'est-à-dire que l'épidémie est en train de baisser, mais le nombre de morts n'arrive pas à baisser. Si je vous montre la courbe des décès en Israël, vous allez voir. C'est impressionnant. Vous voyez? Vous avez la courbe, là, la dernière vague, et ça monte toujours, quoi. C'est incroyable. Alors que c'est un pays qui est très vacciné, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi ce pays avait toujours autant de décès. Il semblerait quand même que ce soit multifactoriel, que ce ne soit pas seulement un problème au niveau ce soit pas seulement un problème d'épidémie, mais ce soit un problème de population en réalité. Alors, en Israël, 60 patients diagnostiqués Covid perdent la vie chaque jour. Donc, ils se sont lancés, bien sûr, dans le pays de la 4e dose. À partir de 60 ans, maintenant, vous devez faire la 4e dose en Israël. Et c'est ce qui est d'autant plus étonnant. Alors, on sait qu'avec les doses, avec le plus on fait de doses, l'immunité est moins bonne, et d'autant plus qu'Omicron est assez loin du virus originel, et que donc la capacité de ce vaccin par rapport à Omicron est beaucoup plus faible. Alors, les chiffres qui interrogent, alors qu'Israël était présenté comme le pionnier mondial de la vaccination, la très grande majorité ont reçu les 3 doses et la campagne de 4e injection a démarré depuis janvier. Le gouvernement avait aussi choisi d'alléger les restrictions. C'est ça qui est paradoxal, c'est que l'épidémie baisse, mais le nombre de morts n'arrive pas à baisser. Et en fait, le problème qu'il y a en Israël, c'est qu'on ne sait pas qui meurt. Une grande partie de la population hospitalisée va être infectée avec Omicron et une partie d'entre elles va décéder. En réalité, ce ne sont pas des gens qui ont eu l'Omicron qui vont mourir, ce sont des gens qui ont une pathologie, qui attrapent l'Omicron et que l'Omicron fait dégénérer et fait mourir. C'est ça le problème. Il est très difficile aujourd'hui de savoir, quand vous rentrez à l'hôpital, on dit vous êtes mort du Covid. D'accord, vous êtes mort du Covid, mais pas forcément. Vous n'êtes pas forcément mort du Covid, vous êtes mort peut-être d'un diabète qui a dégénéré, d'une insuffisance rénale qui a dégénéré. Alors c'est sûr qu'il y a le Covid en plus qui a fait dégénérer les choses. Et donc, c'est très important de savoir qui est qui et qui n'est pas qui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions dans cette histoire en Israël, parce que distinguer les décès à cause du Covid ou ceux qui sont morts avec le Covid comme forme aggravant ou pas, cela prendra du temps, disent nos confrères Michael Edelstein, épidémiologue à l'université de Bar-Ilan de Tel Aviv. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont toujours beaucoup de décès en Israël. Parce que ce n'est pas forcément des gens qui ont eu le Covid et qui se retrouvent à l'hôpital et qui meurent, des gens sains. C'est des gens qui ont une pathologie, ils ont le Covid, ou alors ils sont à l'hôpital pour une pathologie, ils attrapent à l'hôpital le Covid parce qu'il est très contagieux. Le problème de ce Covid, de ces Omicron, il est moins grave, mais il est tellement contagieux, ce que je vous disais tout à l'heure pour la France. Il s'est introduit chez les personnes âgées alors que tout était clos, tout était fermé, tout était... Moi je vois tout est fermé, cadenassé, paf, il est rentré entre les filets. Donc c'est ça le problème. Alors quand vous rentrez à l'hôpital pour vous faire opérer même d'une fracture de la hanche, et que vous chopez l'Omicron et que vous avez 90 ans, ben vous avez une chance de mourir. Vous n'êtes pas mort, on dit que vous êtes mort de l'Omicron, mais vous êtes mort de quoi? Vous êtes mort de la fracture de la jambe, de l'Omicron, enfin bon. Tout ça, c'est des discussions sans fin et on pourra, en tout cas, c'est pas moi qui vais résoudre le problème et c'est pas moi qui vais vous donner la solution. En tout cas, le nombre de formes graves en Israël a atteint un chiffre record, puisqu'on est aujourd'hui à 1230 patients en réanimation, ce qui est un chiffre qui n'a pas été atteint depuis janvier 2021. Donc, vous voyez que c'est des chiffres qui sont très, très anciens. Des chiffres qui sont aussi importants qu'au moment où l'épidémie était très forte. Voilà, donc c'était la fin janvier 2021 où on avait le même nombre de cas parce qu'on était à 1193, là on est à 1229, donc vous voyez que le nombre de cas aujourd'hui est très important alors qu'Omicron disait que c'était moins grave, mais en fait non, c'est pas moins grave, mais pour ces personnes fragiles, eh ben oui, il reste grave. Pour les autres, ça ferait que ça donne des rhinopharyngites, peu de symptômes et peu de choses. Voilà, le taux de positivité était donc... Alors, donc, le nombre de morts de Covid aujourd'hui s'élève en Israël à 9 135
patients. Sachez quand même qu'en Israël, un Israélien sur 1000, c'est énorme comme chiffre, un Israélien sur 1000 est désormais mort du Covid. C'est énorme, ils ont 9000 morts, c'est une petite population, c'est assez énorme. Mais enfin, ce qu'il y a quand même aujourd'hui de positif, c'est que le taux de renouvellement du Covid de la de l'épidémie, il est à 0,8, donc l'épidémie va maintenant rapidement s'affaisser. L'Israël va déjà lever beaucoup de restrictions au niveau de la rentrée sur le territoire. Israël va bientôt lever le pass green, qui est un équivalent de pass sanitaire. Voilà, donc pour rentrer, ils ne resteront, je crois que pour les boîtes de nuit et certains endroits où il y a beaucoup de monde, mais pour la réduction des exigences de Green Pass, assouplissant encore les restrictions du Covid, parallèlement à un ralentissement de la vague dirigée par Omicron. Les Israéliens n'en pourront plus à flasher leur Green Pass, qui montre une preuve de vaccination, de récupération, ou enfin notre équivalent de pass vaccinal, pour entrer dans les restaurants, les cinémas, les gymnases et les hôtels. Voilà, uniquement pour ceux qui... bon, alors... Voilà, donc tout ce qui est green, tout ce qui est pass vaccinal en Israël, ça va sauter. Le seul bémol qu'ils ont en Israël, c'est aussi l'apparition du Micron 2. Au Micron 2, c'est comme nous en France. On est vraiment dans une situation très parallèle entre la France et Israël. On a vraiment le même profil en ce moment. Et aussi, ils craignent l'Omicron. Est-ce que l'Omicron va relancer la vague? Est-ce qu'il ne va pas la relancer? Personne ne pourra le dire. Si effectivement si personne ne pourra le dire, il semblerait quand même que ce soit moins efficace. Alors pour finir, aujourd'hui, il y a une question qui taraude tout le monde. Tout le monde se la pose et personne n'a su le répondre. On va essayer d'ébaucher une certaine réponse, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment apporter aujourd'hui. On va terminer en disant qu'on ne le sait pas. Qui n'a pas attrapé le Covid? Voilà la vraie question que se pose tout le monde aujourd'hui. Qui n'a pas attrapé le Covid à ce jour? Moi, par exemple, je n'ai pas attrapé le Covid. Pourquoi y a-t-il des gens qui n'ont pas attrapé le Covid? Je pense que c'est une bonne question et c'est une question que je vois de plus en plus répondue dans les journaux parce que alors, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas attrapé le Covid? Il y a plusieurs hypothèses de réponse et on va essayer de répondre et voir un peu. Parce que c'est vrai qu'on est cerné par ce Omicron. Alors, il y en a qui résistent encore. Alors, un certain nombre de Français n'ont encore jamais contracté le virus, malgré un haut niveau d'exposition. Comment ont-ils pu passer entre les gouttes? C'est un mot qu'on entend tout le temps, là. Passer entre les gouttes, passer entre les gouttes. C'est les gouttelettes, plutôt, de virus. Tour d'horizon des principales expositions. Alors, ils sont l'équivalent épidémique du village d'Astérix, bien décidés à résister, coûte que coûte. Donc, vous voyez, nous sommes les derniers résistants. Je fais partie du village d'Astérix. Nous sommes quelques-uns encore dans ce village d'Astérix et on résiste contre le virus. Ce sont des Français qui, malgré les vagues et les variants s'enchaînent, n'ont jamais contracté le virus. Il y a bien sûr, chez certains de ces Français encore épargnés, une part de chance. Probablement. Celui qui, dans un bar bondé et contaminé, permet d'échapper au virus. La chance. Il y a aussi un mode de vie diminuant fortement les risques. Les gens qui sont très vigilants sur les gestes barrières, qui sortent peu de contacts, qui ont des professions où ils peuvent faire du télétravail, l'imitation, voilà. Donc cela aussi, du fait de leur mode de vie, ils peuvent éviter les contacts. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a bien sûr les asymptomatiques et ceux qui l'ont eu, qui n'ont pas su. Et comme maintenant tout le monde a fait plus ou moins des vaccins, personne ne pourra savoir en testant les anticorps s'ils l'ont fait ou pas fait. Et donc il y a aussi ceux-là qui se disent, moi je ne l'ai jamais eu, mais qui l'ont eu, mais qui ont été asymptomatiques, ils n'ont pas perdu le goût, l'odorat, ils n'ont pas eu de problème, et ils ont passé comme ça le truc sans problème. Donc voilà. Donc il y a les chanceux, il y a ceux qui font toujours très attention, et puis il y a ceux qui ne savent pas qu'ils l'ont eu et qui l'ont eu. Alors, mais chez certaines personnes encore épargnées par le Covid, d'autres éléments plus fondamentaux rentrent en jeu. On n'est pas tous égaux face à la maladie.
Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas tous égaux face à la maladie. On l'a vu depuis longtemps. Souvenez-vous quand les gens disaient « Mais moi, mon ami, il a 40 ans, il n'avait rien, il était en bonne santé, c'était un sportif, il était bête comme ça. Paf, il avait le Covid, il mourait. » Et d'autres qui sont obèses, qui fumaient, qui trucs, ils ont eu le Covid, ils n'ont rien eu. Il y a une inégalité, c'est vrai. On disait, ce qu'il y a de terrible dans ce Covid, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de truc. Qu'on soit blanc, noir, juif, arabe, rouge, asiatique, n'importe quoi. Tout le monde pouvait l'avoir. Et puis après, une fois que vous l'aviez, c'est ça la peur du Covid. La peur du Covid, c'est que personne ne savait ce qui allait se passer. Personne ne sait d'ailleurs toujours ce qui va se passer. Quand vous avez le Covid, vous ne pouvez pas savoir. Quand vous allez vous en sortir, vous allez mourir, vous allez aller en réanimation. C'est la peur, la peur, la peur. Combien de fois je l'ai dit, la peur est quelque chose de très important dans le Covid, quelque chose qui vous ronge. Donc, c'est quoi cette inégalité par rapport à la truc? Alors, la première chose, c'est des systèmes immunitaires différents. C'est des gens qui ont un système immunitaire différent. Il y a des gens qui ont un meilleur système immunitaire que d'autres. C'est-à-dire que durant durant votre vie, vous avez rencontré beaucoup de virus et vous avez acquis un bon système immunitaire qui est là et qui peut vous défendre de manière beaucoup plus importante. C'est comme vous voyez les enfants qui vont en crèche. Quand les enfants vont en crèche, moi je vois au niveau ORL, tant qu'ils sont en crèche, ils font plein de pathologies ORL avec des rhinopharyngites, des bronchites, des bronchiolites, des otites. Mais une fois qu'ils ont sorti, qu'ils ont fait leur immunité d'adaptation, qu'ils ont fait toutes les pathologies ORL, eh ben eux, ils n'en font plus, c'est fini. Ils sont là, ils ont immunité. Quand ils arrivent à l'école, c'est les plus résistants, ils ne tombent plus jamais malades et c'est les plus forts. Donc, c'est possible que c'est ceux qui, petits, avaient fait beaucoup d'infections ORL, ils ont acquis une bonne immunité, parce que vous savez qu'il y a le virus du rhume, c'est un coronavirus, hein, donc il y a quand même une similitude génétique entre les virus du rhume et le virus du Covid. Et donc, peut-être que c'est en faisant une bonne immunité dans l'enfance, ils ont acquis une immunité et que ça leur a donné une immunité pour quand ils seront plus grands. La deuxième, voilà, des gens qui ont souvent, être souvent confrontés à des maladies permet, une fois à l'âge adulte, de bénéficier d'un système immunitaire mieux à même de lutter contre le Covid. Des gens qui ont souvent des rhumes ou des grippes vont stimuler leur système immunitaire qui va être réactif et garder en mémoire ce qu'il a vu. Car on peut être infecté par un autre coronavirus que le Covid-19. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que plus vous faites des infections petits et plus jeunes adolescents contre des rhumes et des coronavirus, plus vous avez de chances d'avoir une immunité acquise. Donc en fait, vous avez un meilleur système immunitaire que votre voisin. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir une immunité croisée. C'est quoi une immunité croisée? On en a parlé. Tout ça, c'est de l'immunité cellulaire, en fait. Ce n'est pas les anticorps. Parce que depuis le début de ce Covid, on parle toujours d'immunité et d'anticorps. Mais c'est très important, l'immunité cellulaire. Elle est plus importante que l'immunité des anticorps, parce que c'est elle qui est la mémoire. La mémoire. Les anticorps, on a vu qu'ils partent. Tandis que la mémoire d'une pathologie, c'est les cellules qui la gardent. C'est les cellules T de lymphocytes T. Alors, ce concept a récemment ressurgi dans l'actualité en faveur d'une étude menée par les études de l'Imperial College de Londres, publiée dans la revue Nature. Les résultats s'est dû montrer 52 ménages dans lesquels une personne était touchée par le Covid montrent que les proches du malade qui n'ont pas été infectés disposaient d'un plus grand nombre de cellules T. Or, ces cellules sont celles développées à la suite d'un simple rhume, une maladie bénigne qui, en manière de lutte, pourrait donc être moins anodine qu'il y paraît. Donc, en fait, les rhumes permet de faire une immunité croisée. C'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez été au contact d'un coronavirus qui ressemble au Covid, vous pouvez développer une immunité qui vous donne une immunité croisée contre le Covid. Notre étude fournit la preuve la plus claire à ce jour que les cellules T, lymphocytes T, induites par le coronavirus du rhume, joue un rôle protecteur contre l'infection du SARS-CoV-2, expliqué ainsi début janvier le professeur Ait Lavani, co-auteur de l'auteur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir rencontré dans votre vie un coronavirus rhume qui vous a donné une immunité qui, en fait, avec cette immunité cellulaire qui était lymphocyte T, eh ben, vous a donné une mémoire de cette rencontre. Et cette mémoire va vous défendre contre l'apparition d'un SARS-CoV-2.
Un tiers des adultes qui n'avaient jamais été au contact avec SARS-CoV-2 possédaient des cellules T capables de réagir à ce virus. Ils provenaient très probablement d'infections antérieures à d'autres coronavirus. Donc, vous voyez ce qu'il veut dire, ça, c'est l'immunité croisée, c'est de vous rencontrer un cousin du coronavirus, vous faites une immunité cellulaire, vous gardez en mémoire cette immunité, quand le Covid est arrivé, ben, boum, vous aviez votre immunité. Donc ça, c'est la première réponse pour ceux qui n'ont pas eu le Covid, c'est une réponse immunitaire, une meilleure immunité que les autres, soit par une immunité croisée, soit par une immunité renforcée par des rhumes répétés depuis l'enfance. La deuxième possibilité est génétique. On en a souvent parlé de la génétique. Un autre facteur de meilleure résistance au Covid pourrait être à chercher dans notre ADN. Il pourrait y avoir des prédispositions génétiques. On pourrait imaginer des variations très spécifiques dans la reconnaissance du virus qui pourraient empêcher son entrée. Alors là, c'est une hypothèse, c'est-à-dire que des mutations rares, explique le professeur Lechat, qui toucheraient certaines personnes, qui empêcheraient le virus de rentrer dans le corps du patient. Mais surtout, ce qui est aujourd'hui pratiquement sûr, et on le disait depuis le début, c'est le groupe sanguin O positif. Vous savez que O positif, depuis le début, on le dit, ce sont des gens qui vont être moins touchés. Il y a 20% de moins de Covid positifs chez les O positifs. Voilà. Donc, en fait, voilà les facteurs. Il y a des facteurs génétiques, un facteur de groupe sanguin, mais il y a aussi un facteur immunitaire qui n'est pas à négliger et qui est dû à la reconnaissance de cousins au SARS-CoV-2. Mais tout ça c'est un faisceau d'arguments, ce n'est pas une certitude. Et ils finissent leur article en disant tout ne s'explique pas toujours, indice qu'un infectiologue interrogé. On peut l'attraper ou pas parce qu'on est à l'instant T plus ou moins en forme, avec un système immunitaire plus ou moins efficient, si vous buvez, si vous fumez, si vous êtes fatigué, voilà. Donc aussi, ça ne dépend pas que de facteurs génétiques, ça dépend aussi, il ne faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Si vous êtes fatigué, si vous êtes dans un état de fatigue, vous savez que ça joue avec, ça peut vous donner un trou immunitaire. Si vous êtes déprimé, ça peut vous donner un trou immunitaire. C'est pour ça que je vous dis, quand on vous donne une bonne nouvelle, il faut la prendre de manière positive. Si l'OMS dit que qu'on va avoir un trou dans la pandémie, prenons-la comme positive. Il faut que notre humeur change et soit favorable, qu'on soit plus fort, plus résistant si le Covid nous attrape. Et donc, vous voyez que votre état psychique et votre état physique comptent pour tomber malade. Si vous êtes en meilleur état, vous tomberez moins malade. La prédisposition génétique et les réactions croisées peuvent bel et bien être des facteurs pour expliquer que les gens résistent mieux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur tout ça. Bon, alors, les nouvelles sont quand même, moi, je trouve relativement bonnes. Je trouve que c'est important quand même qu'on puisse voir un peu, quelques mois au moins, un peu de clarté dans cette épidémie. Je vous en conjure, profitez-en. Essayez de vous libérer votre tête de cette épidémie. On en a tous un peu assez. Ça fait 2 ans qu'on est la tête dans le guidon. Il est temps un peu de s'en relever. Je voudrais quand même signaler à tous ces vax, ou je ne sais pas comment les appeler, parce que nous, on est dans ce groupe ni pro-vax ni anti-vax. On a toujours dit les vaccinés et les non-vaccinés ensemble pour traverser cette épidémie. Je ne comprends toujours pas leur agressivité. Je ne comprends pas toujours, je ne vois pas pourquoi, que toute cette extrémisation de ces gens-là. Voilà, je ne vois pas pourquoi ils m'insultent, je n'ai aucune raison. Chacal, je ne vois pas pourquoi je serais un chacal. Je n'ai pas l'impression de l'être, j'ai l'impression de faire pas mon job, parce que c'est pas mon job, de faire une revue de presse la plus objective possible et la plus honnête possible. Et je ne suis pas là ni pour faire favoriser les vaccins, je ne suis pas là pour porter un jugement sur qui que ce soit, ce n'est pas notre genre. Dans ce groupe, on est bienveillant, on n'est pas là pour donner des leçons de morale ou des leçons de médecine. Celui qui veut nous écouter, nous écoute. Celui qui veut nous suivre, nous suit. Celui qui ne veut pas, je vous en prie, laissez-nous tranquilles. Et ce n'est pas la peine de nous insulter, parce qu'au travers moi, vous insultez tout le groupe. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne semaine. Et je vous dis, ensemble, nous sommes plus forts.